Nous allons voir. Alors, bonjour à tous, bienvenue à notre session aujourd'hui. Je réponds à vos questions de science ainsi que nous allons parler de miroirs, des miroirs plans, miroirs concaves et convexes. Et la raison pour cela, nous avons parlé il y a quelque temps du télescope James Webb et il y a une surface réfléchissante sur celui-ci. Donc, on va faire un peu de science qui se rapporte à l'optique et la réflexion de la lumière. Et bien sûr, je suis ici avant tout pour répondre à vos questions aujourd'hui. Donc, nous avons déjà ici Chiffre Alphabet qui est venu faire un tour. J'espère que ça va bien de ton côté. Alors, voyons voir ce que nous allons faire aujourd'hui. Et en passant, pour tous ceux qui sont ici, qui regardent la vidéo live, n'oubliez pas d'écrire vos questions dans la section clavardage. Je suis ici pour répondre à ceux-ci. Si vous regardez en rediffusion, mettez vos commentaires dans la section commentaires et puis je vais utiliser ces questions dans les vidéos et les sessions futures. Alors, voyons voir ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, nous allons parler de miroir et voir comment est-ce que la réflexion de la lumière se fait sur ceux-ci afin qu'on puisse comprendre la géométrie derrière la réflexion de lumière. Donc, voyons voir le premier concept et je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, voyons voir. Tiens, je vais prendre du noir. J'aime bien faire mes miroirs avec le noir, comme ceci. Alors, la question que j'ai aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'on peut utiliser la géométrie pour comprendre comment est-ce qu'on peut voir une image lorsqu'on se regarde dans le miroir. Et voyons voir. Si nous avons un miroir qui est plan comme ceci, une des choses la plus importante à savoir, c'est que si nous avons une surface plane, on peut toujours faire ce qu'on appelle un vecteur. Un vecteur, c'est comme une ligne qui est perpendiculaire et il y a une direction. Maintenant, ce qui est intéressant avec la réflexion de la lumière, c'est que nous avons un plan ici qui est un miroir qui est plan. Nous avons ce vecteur ici qu'on appelle la normale, comme ceci. Et la normale, bien sûr, est 90 degrés à la surface de ce miroir. Lorsque nous avons des rayons de lumière, nous avons un rayon de lumière et il faut se dire que lorsqu'on a de la lumière qui vient du soleil ou une lampe, il y a ce qu'on appelle, c'est presque une infinité de rayons lumineux. Lorsqu'on étudie l'optique, on peut dire, OK, il y a une infinité de rayons lumineux. Par contre, si je peux définir ce qui se passe avec un rayon, je peux extrapoler sur ce qu'il se passe avec les autres rayons aussi. Et c'est ça qu'on va voir qui est intéressant. Lorsqu'on a un miroir plan et la normale, on a ce qu'on appelle un rayon incident. Donc, un rayon incident, c'est un rayon qui va en direction de miroir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un rayon incident a aussi ce qu'on appelle un angle. Et ce qui est important ici, c'est l'angle ici. Je vais faire un petit i. Cet angle, on l'appelle un angle d'incidence. Bien sûr, pour pouvoir bien comprendre un processus ou un concept, c'est important de savoir le vocabulaire et c'est ça que je fais avec vous maintenant. Maintenant, lorsqu'on a notre rayon incident, nous savons que lorsqu'on a un miroir, celui-ci est réfléchi. Il est réfléchi comme ceci. On appelle ce rayon un rayon réfléchi. Un rayon réfléchi comme ceci. Et ce rayon, chose intéressante, a aussi un angle. Et cet angle ici
Euh, on va l'appeler l'angle de réflexion. Ce petit marqueur parle beaucoup ce matin. Oh, en français, c'est un X. Réflexion comme cela. Parfait. Ça ici, c'est à la base de toute réflexion lumineuse. Il y a un rayon incident, angle d'incidence, rayon réfléchi, un angle de réflexion, et ça, c'est basé sur une surface plane, ainsi que cette ligne qu'on appelle, une ligne imaginaire qu'on appelle la normale. Maintenant, ça, c'est intéressant, parce que si moi, je suis pour regarder d'autres rayons, voyons voir. Donc, si moi je dis, je ne veux pas ce rayon-ci, mais j'aimerais qu'on puisse regarder un rayon qui est comme ça. Alors, si j'ai un rayon qui arrive à la surface de notre miroir, nous avons notre normale, angle d'incidence, nous avons notre angle de réflexion. Et chose intéressante, c'est que les deux angles sont égales. Donc, l'angle d'incidence égale à l'angle de réflexion. Ça veut dire que tous les rayons qui vont arriver ici vont être réfléchis de la même façon. Je vais faire un en noir, un rayon comme ceci. On a notre normale réflexion. Et donc, on peut voir que les rayons sont parallèles comme ceci et sont tous réfléchis de façon parallèle. Je sais que mon dessin n'est pas parfaitement parallèle ici, mais nous avons toujours cette idée de ligne et de rayon parallèles. Donc ça, c'est important. De la même façon que si moi j'ai un autre rayon, je ne sais pas si j'ai une autre couleur, non. Donc je vais enlever ceci. Donc si j'ai mon miroir plan et j'ai ma normale, quelquefois on peut faire un N avec une petite ligne comme ceci. J'aime bien utiliser ça pour définir la normale. Si nous avons un rayon qui arrive comme ceci, avec cet angle, nous allons avoir une réflexion. Mais ceci fonctionne si moi je fais un rayon qui va comme ceci. Qu'est-ce qui va arriver? J'ai un angle plus petit, donc l'angle de réflexion est plus petit et c'est toujours en fonction de cette ligne imaginaire qui est ce qu'on appelle la normale. Ça veut dire que si je suis ici, je regarde directement perpendiculaire au miroir, le rayon va être réfléchi de la même façon, parce que l'angle ici avec la normale est 0. Ça veut dire que le rayon réfléchi aura un angle par rapport à la normale de 0, donc la lumière revient sur lui-même. Et si on a un angle qui est beaucoup plus grand, comme ceci, la réflexion sera de ce côté-là. Donc, ça, c'est à considérer. Le point important ici, c'est pour vous dire que la normale fait partie d'un point de référence super important en optique. Donc ça, c'est notre premier dessin en ce qui concerne la réflexion de lumière sur un miroir plat. Alors, je n'ai pas de questions de l'audience encore, ça va? Alors, ce que je vais faire, je vais présenter un nouveau concept qui se rapporte à l'image lorsqu'on regarde quelque chose dans un miroir. Donc, nous avons notre miroir plat, comme ceci. Nous allons faire, disons, comme ceci. Lorsque je fais mes dessins en sciences, j'aime bien regarder le fait que nous prenons un dessin, un objet, ça c'est un nouveau mot. On a un objet devant le miroir et j'aime bien avoir des points spécifiques.
Alors ici, et ici, et ici, ceci nous permet de pouvoir trouver l'image de l'objet. Un objet est un objet réel qui existe et l'image est derrière le miroir. Donc ici, nous avons une image. Ça veut dire que si vous allez à la salle de toilette ou à la maison, vous avez des miroirs et vous vous regardez dans le miroir, vous savez que vous existez comme objet et vous savez que vous avez une image qui est derrière le miroir. Mais ce n'est pas vraiment derrière le miroir parce qu'il y a un mur là. Donc, à quelque part, il y a une image qui existe dans l'optique et on peut se voir réellement. Si vous n'êtes pas sûr, allez faire un tour et regardez-vous dans le miroir. Vous pouvez même faire une petite pause sur la vidéo. Regardez voir ce que vous pouvez remarquer. Maintenant, si j'ai un objet ici et je veux savoir où est l'image, j'ai besoin de rayons de lumière. Donc, dans la vraie vie, la lumière vient vers l'objet et réfléchit. Alors, la lumière part de nous. Alors, ici, il y a les rayons bleus parce que mon chandail est bleu ici et c'est envoyé à travers le miroir. Donc, voyons voir. Nous savons que si moi je regarde directement sur le miroir, nous savons qu'il y a une petite normale qui existe ici. Ça veut dire qu'un rayon qui arrive perpendiculaire va retourner comme cela. Voyons voir si on peut faire un autre type de rayon. Si je vais faire envers ici. Si j'ai un autre rayon qui va comme ceci, un rayon incident qui arrive à ce point-ci, chose intéressante, nous avons notre normale ici. Ça veut dire qu'il y a une réflexion de la lumière qui sera comme cela. Excellent. Maintenant, on pourrait faire cela plusieurs fois. Alors, quelqu'un va dire, moi, si je prends un rayon qui passe comme ceci, j'arrive à ce point, j'ai ma normale, comme cela, et j'ai mon rayon qui est réfléchi. Donc, ce sont tous des rayons qu'on comprend parce qu'on a déjà fait cela dans notre dessin sur les miroirs plans il y a un instant. Alors, voyons voir. Si moi, je regarde ces rayons et que je fais une extension derrière, comme ceci, comme ceci, comme ceci, on remarque que tous les rayons se rencontrent. Oh, l'image est un peu embrouillée. Voyons voir. Voilà. Tous les points se rencontrent derrière ici. Ce qui est intéressant, c'est que ce point, qui n'est pas réel, est un indice. Parce que regardez, il y a ici, nous avons le croisement des rayons ici. C'est le bout de notre chandelle, de la flamme de la chandelle. Ça veut dire que de l'autre côté, nous avons l'image qui est de l'autre côté et l'image est le bout de notre chandelle. Et ceci peut se faire pour chacun des points que l'on veut faire. Donc, je vais le faire pour un autre point de la chandelle. Prenons ici ce point. Nous avons un rayon qui est réfléchi comme ceci. Nous avons un rayon comme cela. Voyons voir, je veux mes marqueurs pour que ça fonctionne bien. On a ici notre rayon qui est réfléchi comme ceci. Je vais en faire seulement deux ici, vous comprenez le principe. Et lorsqu'on fait une extension derrière ici, on a un point qui est une intersection. Donc, si on avait un troisième rayon, on aurait la même chose. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve avec des points de référence pour notre image. Donc, ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'on peut... Oups, c'est pas très à l'échelle. On peut donc trouver qu'il y a, derrière le miroir, une image
OK, voyons voir. Tiens, une image qui est derrière. Maintenant, mon dessin, je n'avais pas de règles ou de papier quadrillé, mais chose intéressante, c'est qu'on peut utiliser certaines mathématiques aussi. Parce que ici, la distance entre l'objet et le miroir est le même que la distance entre le miroir et l'image. Donc ça, c'est intéressant, ça nous permet de pouvoir tracer géométriquement où se trouve l'image. Il y a des simulations sur Internet où on peut jouer avec ceux-ci de façon à ce qu'on puisse voir que ça, c'est vrai. Je ne sais pas si je peux les retrouver. Voyons voir si je peux les trouver. Je vais les mettre dans la description en bas ici du vidéo. Alors, ce concept ici, vous avez un objet, derrière vous avez une image. Cette image ici a les mêmes proportions que l'objet parce que nous avons un miroir qui est plan. Ça veut dire que si un miroir plan me donne un objet et une image de même grandeur, nous avons un miroir plan. Chacune des normales est toujours parallèle ici. Ça veut dire que si nous changeons la courbure aussi, au lieu d'avoir un miroir plan, on a une courbe dans le miroir, un miroir concave ou un miroir qui va de l'autre côté, un miroir convexe. Ça veut dire qu'un objet qui est ici, possiblement, va avoir une image. Mais la question, c'est est-ce que les propriétés de l'image sont les mêmes que les propriétés de l'objet? Et ça fait partie de ce qu'on va discuter lorsqu'on va parler des miroirs concaves. Mais avant de parler des miroirs concaves, nous allons voir, j'ai une question ici de chiffre alphabet qui est comment se forment les molécules, qui est une excellente question. Donc moi, je vais préparer mon tableau et on va regarder ça ensemble dans un instant. Comme ceci. On peut aussi avoir ces... Donc, voyons voir. Je vais avoir besoin de mon tableau périodique dans un instant. Excellente question, chiffre alphabet ce matin. Notre prochaine question vient de chiffre alphabet et c'est comment se forment les molécules? Donc, pour commencer, une molécule, qu'est-ce que c'est? C'est un agencement d'atomes qui, lorsqu'on les met ensemble, vont créer une nouvelle matière. Tiens, je vais vous montrer. Lorsqu'on parle de chimie, on peut organiser les éléments. Donc, on peut voir ça, c'est un tableau périodique des éléments. On peut organiser la matière qui est physique, la matière dans notre univers. Et on peut les organiser. Il y a seulement 92 éléments qui existent naturellement dans notre univers. Maintenant, le tableau périodique va jusqu'à 118 jusqu'à maintenant. Alors, que se passe-t-il avec ces éléments qui viennent du numéro 93 à 118? Ce sont tous des éléments qui ont été créés synthétiquement par les humains. Et souvent, on les crée et ils se brisent tout de suite. OK. Qu'est-ce que c'est des éléments? Des éléments, c'est une matière qui a des propriétés semblables. Donc, on a ici, par exemple, le carbone, l'oxygène ici, carbone et hydrogène, sodium et chlore. Chose intéressante, on peut avoir un élément. Un élément, c'est un regroupement de particules semblables. Ces particules, on les appelle des atomes. Tiens, on peut en mettre plusieurs.
Ça veut dire que pour faire une molécule de dioxyde de carbone, on a un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène. Dans ce composé ici où on a 2 oxygènes, c'est important pour qu'on puisse vivre, nous avons 2 atomes d'oxygène. Ici, c'est une molécule qu'on appelle le méthane. Le méthane, un atome de carbone et 4 d'hydrogène. Et ici, nous avons le sel de table qu'on appelle le chlorure de sodium. Le sodium est un atome et on a le chlore qui est un atome aussi. Donc, ces molécules, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un regroupement d'atomes de façon spécifique. On a vu dans les semaines passées que les plantes, avec la photosynthèse, créent le glucose. Et le glucose, c'est C6H12O6. Donc, on a ici une grosse molécule qui contient 6 atomes de carbone, 12 d'hydrogène et 6 d'oxygène. Donc, même s'il y a seulement 92 éléments qui existent naturellement, il y a beaucoup plus que 92 types de matière physique. Et comment est-ce que c'est possible? C'est que lorsqu'on agence différents atomes ensemble pour faire de nouvelles molécules, on a de nouvelles matières. Et ça, c'est intéressant. Alors, la question, c'est, OK, comment est-ce que ces molécules ici sont faites? Alors ici, pour faire cela, c'est important de regarder comment est-ce que les atomes sont organisés. Alors, voyons voir si je peux faire quelques dessins ici. Le carbone, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 6 protons et 6 neutrons. Et les protons sont positifs dans le centre, c'est la majorité de la masse, mais ce qui est important dans les molécules, ce sont les électrons. Les électrons sont à la base de tout ce qui s'appelle molécule. Si nous avons 6 protons, nous devons aussi avoir 6 électrons. Et nous avons quelque chose qui ressemble à ceci. Si nous avons l'oxygène, je vais faire ici l'oxygène. Oups. On a 8 protons, 8 neutrons. Puisqu'il y a 8 protons, ça veut dire qu'il y a aussi 8 électrons. OK. Donc ici, chose intéressante. On a des protons dans le centre, on a des électrons qui se promènent autour. Maintenant, les électrons voyagent à la vitesse de la lumière. Comment est-ce qu'on sait comment est-ce que cet atome ressemble? C'est bien sûr les recherches scientifiques depuis une centaine d'années. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a 2 électrons ici sur la première couche? Donc, ça ressemble un peu à des oignons, à des couches d'oignons ici. C'est qu'on a vu que les électrons sont tous négatifs comme charge et ils ne veulent pas être tous un à côté de l'autre. Donc, si nous avons 6 électrons, c'est comme si on a besoin d'éparpiller et de se donner de la place. Donc, on a remarqué qu'il y a 2 électrons qui vont sur notre première couche et il y a ici jusqu'à 8 électrons sur le deuxième niveau. Maintenant, ça ici, c'est ce qu'on appelle une représentation de Bohr-Rutherford. Donc, ce diagramme Bohr-Rutherford, qu'est-ce que c'est? C'est un diagramme qui dit le nombre de protons, le nombre de neutrons, ça nous donne la masse ici atomique, le numéro atomique, et on a le nombre d'électrons qui est autour. Maintenant, je vais simplifier ceci un petit peu parce que je vais utiliser une autre notation qui est, parce que je viens d'oublier, c'est une notation, j'ai oublié le mot. Ça arrive des fois. Let's see. J'ai oublié comment on appelle ça. C'est le fun qu'on remarque cela. Hein? Des fois, on a des petits... Notre cerveau nous joue des tours. C'est une représentation électronique. Mais c'est un mot qui est un peu plus... qui est un petit peu plus compliqué. Alors, s'il y a des personnes qui ont le mot en tête, vous pouvez toujours le dire. On voit ça.
OK. J'ai oublié le mot. Lorsque je l'aurai, je vais le mettre dans la description en dessous. Ce qui est intéressant, c'est que les électrons du premier niveau aussi réagissent peu parce que ce sont les électrons qui sont les plus loin qui réagissent. Alors, une façon qu'on peut utiliser, on va dire le carbone, ici, nous avons 4 électrons qui sont autour ici, qui réagissent avec leur environnement. Chose intéressante, l'oxygène, ici, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 6 ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En anglais, on appelle ceci les dot diagrams, configuration électronique. Donc, ce sont des diagrammes de configuration électronique, si je me rappelle bien. C'est bien. Donc, les électrons réagissent pour les molécules. OK. Donc, comment se fait-il qu'on a du dioxyde de carbone? C'est comme un casse-tête. Les molécules, c'est une question de casse-tête où on veut mettre tous les morceaux à la bonne place. Maintenant, si on regarde ici notre tableau périodique, on peut remarquer que sur la première ligne ici, nous avons l'hydrogène et l'hélium. Il y a seulement 2 éléments sur la première rangée. C'est intéressant parce que, regardez, lorsqu'on fait nos diagrammes de Rutherford, on a aussi nos 2 électrons ici. Si on regarde la deuxième période, qui est la deuxième ligne, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a vu dans notre recherche scientifique, et les scientifiques, on a remarqué qu'il y a un maximum de 8 électrons qui va sur le deuxième niveau où il y a des électrons. Et s'il arrive qu'on a plus que 8 électrons, on crée une autre couche, comme une couche d'oignon, et on veut mettre jusqu'à 8 électrons. L'organisation du tableau périodique peut nous aider. Alors, voyons voir. Nous avons ici le carbone, nous avons l'oxygène, et chose intéressante, on veut satisfaire une règle qu'on appelle la règle de l'octet, où on va avoir 8 électrons sur le dernier niveau. Ça veut dire qu'ici, le carbone aimerait avoir 4 électrons de plus et l'oxygène aimerait avoir 2 électrons de plus. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que naturellement, nous avons des protons qui se retrouvent dans le noyau, qui, eux, veulent des électrons, parce que les électrons sont négatifs. Les électrons, eux, veulent se repousser parce qu'ils ne veulent pas être près l'un de l'autre. Donc, des atomes vont se rapprocher et éventuellement trouvent un équilibre. Et voyons voir ce que nous avons. Nous avons le carbone qui va dire, OK, moi je vais enlever la question pour qu'on puisse voir. Le carbone va dire, moi j'ai 4 électrons qui sont autour. Si vous venez avec moi, je suis prêt à les partager avec vous. Et l'oxygène dit, OK, ça va. Donc l'oxygène ici, qu'est-ce qu'il va faire? L'oxygène va dire, moi j'ai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. L'oxygène va dire, OK, moi j'ai 6 électrons et je suis prêt à en partager 2 avec toi aussi. Donc ici, donc chacun des atomes ont encore le nombre d'électrons qu'il y avait initialement. Donc il y avait 4 électrons sur le dernier niveau, il y avait 6 électrons sur le dernier niveau, mais lorsqu'ils décident de partager ceux-ci, là ça devient intéressant. Et voyons voir. Le carbone va dire, moi j'aimerais, lorsque tu les partages, prenons une autre couleur, j'aimerais que tu me partages 2 de tes électrons et demander à l'autre oxygène, partage-moi 2 de tes électrons. Alors ici, qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 électrons qui est autour du carbone. Donc le carbone est satisfait. Il y a le nombre d'électrons nécessaires autour. Parfait. Par contre, aussitôt que ceci arrive, les oxygènes vont dire, oh, on en voulait 8, mais on en a seulement 4 maintenant. Donc, ils vont dire,
Carbone, c'est le temps de nous prêter tes électrons. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les électrons vont aller ensemble ici. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le carbone, de temps en temps, a ses 8 électrons. Et de temps en temps, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, puisque les électrons voyagent à la vitesse de la lumière, ils vont voyager partout. Donc, on va se retrouver avec une molécule. Cette molécule est assez stable à la température de la pièce. C'est un gaz et il y a peu de réactions avec l'environnement. Pourquoi? C'est que ces 3 atomes sont reliés ensemble, se partagent les électrons. Donc, tout va bien ici. Donc, c'est comme ça que se forment les molécules. Il y a des électrons qui sont partagés et voyons voir d'autres exemples. C'est important. Alors, j'utilise les schémas de configuration électronique parce que c'est un peu plus simple. On a vu carbone. Le carbone a 4 électrons sur le dernier niveau. L'oxygène en a 6. Nous avons l'hydrogène. L'hydrogène a un proton positif, donc a seulement un électron, comme ceci. Et donc, qu'est-ce qui arrive si nous avons de l'oxygène dans l'atmosphère? Nous avons un atome comme ceci, un atome comme cela. Chacun de ces atomes a 6 électrons. 6 électrons, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se partager les électrons. De temps en temps, 2 des électrons de cet oxygène vont être de ce côté-ci. De temps en temps, ce sera de l'autre côté. Puisque nous avons des électrons qui voyagent à la vitesse de la lumière, on a ici une molécule qui est stable, qui est le gaz, qui est l'oxygène, qui est fantastique. Qu'est-ce qui arrive si nous avons le méthane? Le méthane est comme ceci avec 4 électrons autour. Par contre, notre hydrogène, lui, a un électron. Donc, il y aura ici 4. Il y aura 4 hydrogènes qui vont aller autour. Pourquoi? Regardons voir. Ici, nous avons un hydrogène qui réussit à avoir ses 2 électrons autour. Ici, ici et là, qui est fantastique. Mais le carbone, lui, se partage aussi les électrons de l'hydrogène. Donc ici, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et nous avons 8 électrons sur le dernier niveau d'énergie. Donc ici, nous avons le méthane, qui est un combustible, fait partie des gaz naturels et des combustibles fossiles. Donc, il y a de l'énergie emmagasinée à l'intérieur de celle-ci. Ça, c'est une molécule aussi. Il y a un partage d'électrons. Maintenant, alors, je vais ajouter 2 mots supplémentaires. Donc, on va un petit peu plus avancer ici. Lorsqu'il y a le partage d'électrons, donc, partage d'électrons, ici, dans une molécule, comme cela, nous appelons ceci un composé moléculaire. Donc, on peut voir ici ce mot molécule ici. Donc, lorsqu'on parle de composé moléculaire, on parle du fait qu'il y a des molécules ou il y a des atomes qui se partagent les électrons. Donc, ça, c'est un groupe de molécules. Il y a un autre type de molécule. C'est lorsqu'il y a des transferts. Transfert d'électrons.
Lorsqu'il y a un transfert d'électrons, la différence, c'est que on va donner et recevoir des électrons. Donc ici, nous avons de l'oxygène qui vont se partager parce que les deux veulent avoir les électrons. Dans le dioxyde de carbone, c'est la même chose. Dans le méthane, on veut partager parce que tous les atomes de la molécule veulent avoir les électrons. Par contre, il y a quelques endroits où les atomes existent et ils vont dire, OK, j'ai un électron disponible et si tu veux, je peux t'en donner un, mais va pas trop loin parce qu'un jour, j'aimerais peut-être le avoir. Il y a d'autres atomes qui, eux, disent, moi, je veux un électron supplémentaire, n'importe lequel, en autant que j'en ai un. Mais l'atome auquel j'ai pris cet électron, si tu en as besoin, je pourrais te le redonner plus tard, si tu veux. Ça, c'est un exemple ici du chlorure de sodium. Ici, ce qu'on a, on appelle ça des composés ioniques. Donc, des composés ioniques comme ceci. Et je vais voir si je peux mettre dans la vidéo des petites cartes. Donc, je vais mettre dans le coin ici probablement un lien. J'ai déjà fait une vidéo sur qu'est-ce que c'est un composé ionique. Et je vais mettre aussi, un petit peu plus tôt, lorsqu'on a parlé de composés moléculaires, je vais mettre un lien pour une vidéo aussi. Ça pourrait être intéressant pour ceux qui veulent entrer et avoir plus de détails sur ces types de composés. Alors, comment se fait-il qu'on peut avoir du chlorure de sodium? Lorsqu'on a le sodium, chose intéressante, sodium et le chlore. Lorsqu'on a le sodium et le sodium est un métal avec un électron de valence, un électron disponible pour faire des composés. Et le chlore, lui, en a 7 ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le sodium dit, ah, moi, j'aimerais avoir tous mes électrons, toutes les places d'électrons pleines d'électrons, mais ça serait beaucoup de travail. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donner cet électron au chlore. Donc ici, ça va faire quelques petites choses. Le sodium ici devient positif parce qu'il a donné un électron. Le chlore devient négatif parce qu'il a reçu un électron. Ici, la dernière couche est 8 électrons parce que le sodium a maintenant 10 électrons autour du noyau. Le chlore a un électron de plus qui fait qu'il a maintenant 8 électrons. Donc ici, on a une molécule qui existe aussi. Ce n'est pas une molécule comme le dioxyde de carbone où ils sont tous bien attachés ensemble. Ceux-ci vont se donner et recevoir des électrons et vont dire, si tu veux que je te redonne l'électron, il y en a de disponibles. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous avons du chlorure de sodium qui est du sel de table. Donc, c'est un solide ici. C'est un solide parce que nous avons des atomes qui vont donner des électrons, d'autres vont recevoir. Mais ils peuvent se donner et recevoir sans nécessairement garder une identité sur leurs électrons. C'est un peu comme de l'argent. Dans notre société, on a des dollars ou des euros. Alors, on a des euros qu'on va dépenser. Donc, ce n'est pas nous les euros. On nous les a donnés parce qu'on a travaillé et on va les donner à une autre personne et eux vont recevoir l'argent lorsqu'on va au marché, par exemple. Donc, ici, on se retrouve avec des composés ioniques. Ce sont des molécules aussi, mais au lieu de partager des électrons, on va transférer des électrons, donc donner et recevoir. Donc, j'espère que ceci permet de pouvoir t'aider sur cela. Maintenant, plus la molécule est grosse, plus il y a une certaine complexité sur comment est-ce que ces atomes vont s'agencer. Et il y a des, comment je peux dire ça? Il y a des
des exemples spécifiques sur la façon que c'est fait. Tiens, je vais donner un autre exemple. C'est un exemple simplifié, mais peut-être vous allez trouver ça intéressant. Donc, si on regarde ici, on a un carbone qui est là. Un carbone qui peut avoir 4 liens ici. Il y en a 2 avec l'hydrogène, 1 avec le carbone. Il pourrait continuer de ce côté-ci, parce que ce carbone-ci va partager les électrons. Carbone ici partage les électrons. Carbone ici partage les électrons. Donc ça, ce sont des exemples de molécules, surtout lorsqu'on parle de plastique ou, vous savez, des fois on a des élastiques. Comment est-ce que ceci fonctionne? On sait que le plastique, c'est une matière physique, c'est vrai, mais on peut prendre le sac de plastique, par exemple, ou un élastique, et on peut les étirer. Comment se fait-il? C'est que la façon que ceux-ci sont organisés, vous pouvez voir, il y a des petits angles ici, on pourrait les étirer un petit peu. Donc, on se retrouverait avec un changement ici. Avec ces changements, ça nous permet de pouvoir étirer la molécule et on peut les relâcher. Donc ici, ce sont des regroupements, on peut voir, c'est une répétition de d'un carbone et 2 hydrogènes à l'infini. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir certaines matières. Maintenant, chose intéressante, il y a un lien qui est ici. Si on met un hydrogène au bout, ça pourrait changer la molécule qui est ici. On pourrait aussi ajouter un hydrogène où il y a un oxygène, excusez, avec 2 liens avec le carbone. Donc, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, ça fonctionnerait bien. Donc, on peut voir que en changeant un atome, ou 2 ou 3, l'emplacement, ceci fait que nous avons de nouvelles molécules et donc de nouvelles matières. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. Donc, alors, ça fait partie de ce qu'on appelle la chimie organique, par exemple, et d'autres types de chimie. Pour ceux qui sont intéressés, il y a plein de choses que l'on peut apprendre sur cela. Donc, j'espère que Chiffre Alphabet, j'ai pu répondre à tes questions. Je sais que je suis allé un petit peu plus au-delà sur ton idée, mais c'est toujours intéressant d'expliquer cela. Donc, voyons voir. Donc, nous avons une excellente question ici. Voyons voir s'il y a une autre question. Donc, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre ici dans la section clavardage. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et puisqu'il n'y a pas de... Oh, ici, on a... Ça me fait plaisir, Chiffre Alphabet, d'avoir répondu à ta question. Ce que je vais faire, il nous reste peut-être une quinzaine de minutes. Je pense que je vais faire un dessin sur un miroir qui est concave pour expliquer comment est-ce que cette idée d'un télescope de James Webb peut être utilisée. Parce que c'est toujours intéressant de comprendre la géométrie derrière la physique. Même si la physique peut être complexe, les physiciens aiment bien trouver une façon de simplifier les choses. Alors, voyons voir. Voilà. Si on regarde, alors, la question sera, comment est-ce que les rayons lumineux, mais aussi, alors, des rayons lumineux qui viennent d'un objet, qui vient d'une lampe, par exemple, d'une lumière ou d'une étoile, comment est-ce que l'on peut jouer avec cela? Et voyons voir. J'ai ici un miroir qui est concave. Alors, le miroir concave, nous avons vu que lorsqu'on avait un miroir plan, on a vu qu'il y a ce qu'on appelle les normales. Qu'est-ce que c'est les normales? Les normales sont des lignes qui sont perpendiculaires
à la surface. Donc, si moi je viens ici, alors ici j'ai ma normale, j'en ai une autre qui est là. Tous 90 degrés. OK, c'est intéressant. Maintenant que j'ai un miroir concave, ces normales ne sont plus perpendiculaires, ne sont plus parallèles un à l'autre, mais ils ont des directions différentes. Nous avons aussi déjà vu que si on a un rayon qui va directement parallèle à notre normale, le rayon peut revenir comme ceci. Donc, ce qui est intéressant en optique, c'est lorsqu'on est au centre de notre miroir, on va appeler ceci notre axe optique. Comme ceci. Maintenant, chose intéressante, si nous prenons ces normales, toutes ces normales vont centrer à un point ici. On va l'appeler ici un centre de courbure. Comme ceci. Maintenant, ce qui est intéressant, regardez, c'est un peu comme une roue de vélo. Alors, si je prends ici et que je fais de ce point, de ce centre, et que je fais comme ceci, c'est comme si nous avions une roue de vélo. Et chose intéressante, si on a un miroir qui est concave, il y a un centre qui nous permet de pouvoir savoir la courbure de la courbure de ce miroir. Ça veut dire que si on prend ce point et on l'éloigne de plus en plus, nous allons avoir une plus grande et une plus grande roue. La courbure de notre miroir va changer. Si je prends le centre ici, je le rapproche, les rayons ici de notre roue de vélo seraient beaucoup plus petites, donc on aurait un miroir qui est beaucoup plus courbé. OK. Donc ça, c'est intéressant. Voyons voir si on peut penser à d'autres choses. Si nous avons des rayons maintenant, on a vu que si on a un rayon qui arrive à ce point-ci, un rayon qui va à ce point-ci, je vais changer de couleur pour la base, pourquoi pas. On a un rayon, je vais essayer, qui va comme ceci. Que va-t-il arriver à ces rayons qui sont parallèles à notre axe optique? Donc, je rappelais tout à l'heure que lorsqu'on a une lampe et que cette lampe nous envoie de la lumière, ou qu'une étoile nous envoie de la lumière, les rayons qui arrivent vers nous sont presque tous parallèles vers nous. Question intéressante, s'il y a presque une infinité de rayons qui viennent vers nous, est-ce que l'on peut prendre quelques exemples de rayons pour voir qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un peu comme si nous allons au centre commercial et qu'il y a 1000 personnes qui se promènent dans un corridor et qui vont sortir par une porte. Pourquoi pas? Ou s'il y a une manifestation, par exemple, il y a des milliers de personnes sur une route qui vont tous se suivre ici et là. On n'a pas besoin de regarder toutes les personnes pour voir ce qui se passe dans le mouvement. On peut prendre quelques individus et suivre ces individus qui suivent l'ensemble du groupe et ça nous donne une bonne idée du mouvement de personnes. Même chose avec l'optique. Maintenant, lorsqu'on a des rayons qui sont incidents, on a aussi vu tout à l'heure qu'il y a ce qu'on appelle des angles d'incidence. Il y a un angle qui est ici, il y a aussi un angle qui est là et un angle qui est ici aussi. On a aussi vu que l'angle, alors ça c'était au début de notre vidéo, de notre session aujourd'hui, que l'angle d'incidence, donc on a ici notre rayon incident avec un angle d'incidence. On a aussi vu que cet angle est égal à l'angle de réflexion. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai un angle ici d'incidence, nous avons un angle de réflexion et cet angle va aller de ce côté-ci. On a un angle d'incidence, angle de réflexion, comme ceci,
toujours basé sur la normale qui est ici. Voyons voir si on peut regarder de l'autre côté. On a un rayon ici, angle d'incidence, angle de réflexion, et même chose ici, angle d'incidence et angle de réflexion. Chose intéressante, regardez, les rayons se croisent au même point ici. Et ça, c'est intéressant et important en optique. Ce point, on l'appelle le foyer. Maintenant, le foyer est important lorsque l'on pense à un miroir. Ça veut dire que si on envoie des rayons de lumière parallèles ici, ils vont tous se concentrer en un point spécifique. OK. Comment est-ce que ce type d'activité ou de dessin peut représenter ce qui se passe avec notre télescope James Webb qu'on a envoyé dans l'espace dans le mois de décembre? OK. Nous avons des plaques ici, nous avons nos hexagones sur notre télescope. Nous savons que la lumière va arriver des étoiles, donc ça prend un récepteur pour faire la collecte de données, la collecte des rayons lumineux pour pouvoir avoir des idées sur les étoiles lointaines. Alors la question, c'est où est-ce qu'on va mettre ce récepteur? Donc si on regarde ici, on a un axe ici. Nous avons une étoile qui est à plusieurs centaines ou milliers d'années-lumière. La lumière arrive ici, sera réfléchie en un point ici. Alors, le récepteur devra être ici, de façon à ce que l'on puisse pouvoir faire la collecte des informations. Donc, voyons voir si je peux trouver une image de notre télescope, parce que c'est un de ces aspects intéressants qu'il y a maintenant en astronomie. Donc, voyons voir si je peux avoir une image qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Voir une image. J'aimerais avoir... Voilà. Un design. Tiens, pourquoi pas. C'est une bonne photo. Voilà. Donc, voyons voir si je peux partager avec vous cette image. Voyons voir si je peux la mettre un peu plus grande. Voilà. Donc, notre télescope James Webb, qu'est-ce qu'il fera? Alors, on peut voir qu'il y a le miroir qui est ici avec les hexagones. Le miroir n'est pas un miroir qui est très, très, très courbé. Et la raison, c'est que s'il est très courbé, on se retrouve avec des joints entre les différents hexagones. Donc, ils ont dû essayer de trouver la meilleure façon de le faire. Alors ici, on peut voir qu'il y a notre surface réfléchissante et que cette surface réfléchissante prendrait les rayons parallèles qui viennent des étoiles et il y a le récepteur qui est ici. Donc, toute l'information sur cette étoile est centrée sur ce récepteur. Et donc, bien sûr, le système informatique ici renvoie l'information à notre planète pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Donc, pourquoi est-ce que ce télescope est fait de cette façon? C'est justement pour pouvoir permettre à la collecte d'informations. Donc, si on regarde ici, nous avons le télescope de James Webb. On a aussi vu que le miroir qu'il y a sur le télescope de Hubble, il est beaucoup plus petit. Alors, celui de Hubble, il est grand comme ceci. Celui de James Webb est beaucoup plus grand. Ça veut dire que plus le miroir ou la surface réfléchissante est grande, plus on peut avoir de rayons de lumière et donc plus on peut voir loin pour pouvoir concentrer l'information sur le récepteur. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un télescope comme James Webb il y a 100 ans, sachant que les miroirs sont fantastiques? C'est une question de technologie, une question de temps, une question d'argent aussi.
Donc, c'est tous des choses à considérer. Donc, je pensais que c'est intéressant. Donc, on a parlé de miroir ici, miroir plan, comment est-ce qu'on a des images. C'est important parce que je voulais expliquer comment est-ce que le principe des miroirs plans s'applique au miroir concave et ça s'applique aussi bien sûr à l'astronomie, à savoir la collecte d'informations lumineuses qui viennent des étoiles. Donc, c'est toujours intéressant de voir cela. Très bien. Alors, ceci serait, si vous avez des questions, ce serait le temps de le mettre parce que je vais probablement terminer dans quelques instants. Donc, s'il y a des personnes dans l'audience qui ont des questions, ça me fera plaisir de pouvoir répondre à une dernière question avant de quitter aujourd'hui. Donc, voyons voir ce que nous avons ici. Donc, ici au Canada, nous sommes au secondaire ou au lycée entre 2 semestres. Ça veut dire que les élèves n'ont pas de classe et ils ont terminé leur classe de sciences et s'ils n'ont pas eu de sciences au premier semestre, vont commencer leur cours dans 2 jours. Donc, il y a moins de personnes aujourd'hui, mais je suis content que Chiffre Alphabet est ici et que j'ai pu répondre à ces questions. Et vous allez voir, il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo plus tard. Alors, puisque je n'ai pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je souhaite... Alors, si vous avez aimé la présentation jusqu'à maintenant, n'oubliez pas de souscrire ou de vous abonner à notre chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir notre communauté grandir. Si vous avez des questions, parce que maintenant cette émission sera en rediffusion, n'oubliez pas de mettre vos questions dans la section commentaires. Je les regarde toujours, je réponds à ceux-ci et ça me donne des idées pour les émissions futures. Alors sur ce, Chiffre Alphabet, merci pour la question. Pour ceux qui regardent en rediffusion, je vais vous suggérer d'aller voir ici, j'ai les liens sur des émissions passées et des vidéos qui peuvent être d'intérêt pour vous. Alors sur ce, je vous vois sur le prochain vidéo.